Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la question est-ce qu'il va y avoir un crack en 2024? Alors vous devez entendre à ma voix que j'ai un petit peu mal à la gorge, mais les médecins disent que je vais m'en tirer, donc ça devrait aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder quelques indicateurs qui sont censés nous montrer est-ce qu'on est dans une phase de bulle ou pas, est-ce que le marché est surévalué ou pas. Et on va voir si on peut en tirer quelque chose. Alors le premier indicateur qu'on peut utiliser, c'est le Buffett Indicator. Et pour le calculer, on prend le market cap total du S&P 500 et on le divise par le PIB des États-Unis. Donc c'est un petit peu comme si on faisait un price to sales ratio, mais pour l'ensemble du S&P 500, donc market cap divisé par les ventes, à la différence près que là le PIB, ça ne prend pas en compte uniquement les ventes des entreprises cotées, mais c'est la production de l'ensemble de l'économie, y compris les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et donc cette nuance-là, c'est déjà un défaut de cet indicateur, puisqu'en 1950, on avait une plus grosse part de nos dépenses qui était chez les commerçants du coin, par exemple, et aujourd'hui, on a une plus grande part de nos dépenses qui se fait chez des énormes boîtes cotées en bourse, type Apple, Meta, etc., ou Amazon. Et puis aussi le fait de prendre les ventes plutôt que les bénéfices, ça pose un problème puisque aujourd'hui on a des boîtes beaucoup plus technologiques qui ont donc souvent des marges beaucoup plus élevées. Et donc la marge moyenne des grosses boîtes d'aujourd'hui, elle est bien supérieure à la marge moyenne des boîtes qu'il y avait dans les années 50, 60, 70. Et donc forcément, on va pas payer le même prix. Deux entreprises qui font le même chiffre d'affaires, mais avec une qui a des marges de 5% et une autre qui a des marges de 25%. Donc ça paraît pas étonnant d'avoir une tendance haussière sur cet indicateur. Et donc même si là, il nous montre qu'on serait surévalué, c'est pas un indicateur qui me paraît ultra utile à suivre. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le Shiller PE ratio. Donc là, ce ratio, il va prendre les bénéfices. En fait, il va calculer le PE ratio du S&P 500, mais au lieu de prendre les bénéfices actuels des entreprises, il va prendre les bénéfices moyens des 10 dernières années. Donc cet indicateur aussi nous montre que le marché serait très surévalué. Mais encore une fois, il y a un gros problème, c'est qu'avec la technologie, on a des entreprises qui ont des croissances plus rapides, qui sont beaucoup plus scalables qu'avant. Et donc faire des moyennes sur 10 ans, ça n'a pas vraiment de sens. On va aller regarder le bénéfice de Google sur les 10 dernières années. Et donc en 2012, c'était du 10 milliards, en 2018 du 30 milliards et en 2021 du 76 milliards. Donc le Google d'aujourd'hui et le Google d'il y a 10 ans, c'est plus du tout la même boîte. Et on retrouve la même chose sur Apple, sur Microsoft, sur Amazon, sur Meta, etc. Donc aujourd'hui, faire des moyennes de 10 ans, ça n'a pas tellement de sens. Et donc c'est pas étonnant non plus de retrouver une tendance haussière sur ce ratio-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un ratio qui est un peu mieux. Donc c'est le Forward PE ratio pour l'ensemble du marché. Donc c'est un PE ratio normal, donc prix divisé par bénéfice par action, ou market cap divisé par bénéfice, et forward parce qu'on va prendre les estimations pour l'année suivante. Et en prenant ce ratio-là, on serait un peu surévalué, mais c'est moins flagrant qu'avec les autres indicateurs. Donc on serait à un forward PE ratio de 18,73 avec une moyenne des 25 dernières années à 16,75. Donc cet indicateur, il nous indiquerait pourquoi pas une correction, mais en tout cas on n'a pas l'air d'être dans une phase de bulle comme on a pu l'être en 2021. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? On a aussi le Fear and Greed Index, que je trouve pour le coup plus utile, puisqu'il se base sur la psychologie des investisseurs. Et là on voit qu'on est dans le début de l'extreme greed, et c'est pas tellement étonnant quand on voit qu'on a eu un bull run de peut-être 2 mois, vraiment tout droit. Là depuis 2 mois, c'est une montée qui a été assez fulgurante. Et donc cet indicateur, il semble nous montrer qu'il devrait y avoir au moins une correction. Mais par contre, ça ne nous indique pas l'ampleur de la situation. Est-ce qu'on est vraiment en pleine bulle? Ou bien est-ce que c'est juste une petite euphorie passagère qui va laisser place à une correction? Donc qu'est-ce que je conclus de ces 4 indicateurs? Eh ben j'en conclus absolument rien. En fait, je regarde jamais les indicateurs comme ça, soit macroéconomiques ou sur les tendances du marché, puisque quand on fait du stock picking, c'est pas une bonne idée d'avoir une approche top-down. Donc top-down, ça veut dire qu'on se base d'abord sur quelle est la situation au niveau du marché. On se demande est-ce que le marché est trop cher, est-ce que le marché est pas cher, est-ce que le marché va monter, est-ce que le marché va baisser, pour ensuite prendre nos décisions d'investissement. Et à l'inverse, ce qui est systématiquement recommandé par les meilleurs investisseurs, c'est d'avoir une approche bottom-up. Donc bottom-up, ça veut dire qu'on va se concentrer uniquement sur les situations individuelles de chaque entreprise pour prendre nos décisions d'investissement. Donc on va complètement ignorer le marché, on ignore l'économie, on regarde juste est-ce que cette entreprise elle m'intéresse? Oui, non. À quel prix? Est-ce que le prix actuel ça m'intéresse? Si oui, j'achète, peu importe le contexte autour. Et donc ce qui peut être plus intéressant, c'est d'aller regarder spécifiquement les résultats financiers
des plus grosses boîtes du S&P, donc celles qui représentent le plus gros poids de l'indice. Donc on va aller jeter un coup d'œil à Apple par exemple. Donc capitalisation numéro 1. Donc Apple aujourd'hui elle est à son ATH, donc à peu près à 195 $. Mais ce qu'on remarque c'est que au niveau de ses résultats, ses revenus 2023 étaient inférieurs à ses revenus 2022. Et en 2022 on pouvait acheter Apple à par exemple 130 $ par ici. Si on va à la fin de l'année, ouais en gros en fin 2022 quand il y a eu les résultats, donc à ce moment-là on pouvait acheter la boîte à 130 $. Aujourd'hui on a une entreprise qui fait des résultats qui sont un petit peu plus faibles, mais qu'on doit payer beaucoup plus cher, 195 au lieu de 130. Ça veut dire qu'on a eu une expansion des multiples, donc le PE ratio ou le price to free cash flow ratio auquel on pouvait acheter Apple à l'époque était beaucoup plus faible que celui où on peut l'acheter aujourd'hui. Et donc pour cette raison, déjà psychologiquement, c'est un petit peu embêtant de se dire qu'on paye quelque chose qui est un poil moins bien ou à peu près équivalent, beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois. Et en plus dans l'absolu, d'un point de vue valorisation, je trouve que Apple est aujourd'hui trop cher. Mais je peux me tromper, hein, c'est pas parce qu'une boîte est à son all-time high qu'elle est forcément surévaluée. Ça peut être justifié. Et je viens de me rendre compte que là j'ai montré le revenu, mais ça aurait été un peu plus juste de montrer le bénéfice. Mais on voit que c'est exactement la même tendance. Donc un petit peu moins bien cette année que l'année dernière. Mais on paye ça beaucoup plus cher. Et en dernier exemple, on va aller checker par exemple Microsoft. Et là on a la donnée pour 2023. Et donc le net income, ils ont fait pareil qu'en 2022. Donc 2022-2023, stagnation. Et maintenant on va regarder les différences de prix à ce moment-là. Donc voilà, pour une boîte à peu près équivalente, il y a un an, on pouvait la payer 240 $, et maintenant c'est 375. Alors est-ce que ça veut forcément dire qu'il va y avoir une correction ou qu'il va y avoir un crack? Pas forcément. Ça peut vouloir dire qu'à ce moment-là, on avait des opportunités qui étaient exceptionnelles, et je pense que c'est le cas, qu'il y avait des très bonnes opportunités en fin 2022, enfin en 2022 en général. Mais dans le cas de Microsoft, à mon avis perso, je dirais que la boîte est plus surévaluée que Apple et Google. Si on regarde juste sur un aspect ratio rapidement, on voit qu'on est un PE ratio de 36. Donc maintenant, si on me demandait de faire une prédiction, en admettant que les marchés se comportent de façon totalement rationnelle, ce qui n'est pas le cas, donc c'est totalement possible que le marché parte en bulle totale, c'est aussi possible qu'il y ait un crack non justifié, peu importe. Mais là, le scénario qui me paraîtrait, on va dire, entre guillemets normal, ce serait une correction, puisque là on n'a pas eu un effondrement des résultats des entreprises, on a eu plutôt un ralentissement ou une stagnation, mais avec des prix qui sont beaucoup montés et donc des valorisations qui sont beaucoup montées, et pas mal de valorisations qui selon moi sont trop élevées. Et donc ce qui paraîtrait le plus logique, c'est pour moi le scénario d'une correction. Mais encore une fois, il n'y a absolument rien qui nous garantit que le marché se comporte de manière logique. Et donc, qu'est-ce que je vais faire moi pour mes investissements? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer d'avoir une approche bottom-up. Donc, je me focus uniquement sur les boîtes qui m'intéressent. Et quand je trouve qu'il y en a une qui arrive à un prix intéressant, soit parce que le marché entier a corrigé, soit parce que le sentiment par rapport à cette boîte est affecté par une quelconque nouvelle, en faisant attention bien sûr à ce que la baisse de prix ne soit pas justifiée. Et ce qui rend cette manière de faire difficile, c'est qu'il faut être patient et qu'on a un peu en permanence le doute de laisser le marché partir sans nous et peut-être ne jamais revenir à des niveaux qui nous intéressent. Mais à ma connaissance, c'est ce qui me paraît être la meilleure stratégie. Et donc, en ce moment, je suis plutôt dans une phase d'attente. Et d'ailleurs, l'autre point qui rend aussi ça difficile, c'est que quand on fait des vidéos sur la bourse, on a une incitation supplémentaire à investir. On ressent une petite pression de se dire que si je fais des vidéos sur la bourse, alors il faut que j'investisse. Donc ça rajoute une petite difficulté psychologique. Et d'ailleurs, dites-moi vous en commentaire comment est-ce que vous gérez le marché actuel. Est-ce que vous investissez ou est-ce que vous êtes aussi un peu en phase d'attente de correction? Et puis, avant que j'aille prendre mon sirop pour la gorge, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de développer un site qui permet d'analyser plus rapidement ses actions en voyant d'un coup d'œil si une entreprise est de qualité, en pouvant faire la valorisation pour ne pas la payer trop cher, et puis avec aussi la possibilité de voir tous les 3 différents documents financiers avec le graphique pour chaque métrique et avec aussi plein de nouvelles fonctionnalités qui seront développées dans les semaines et mois à venir. Donc si vous voulez être prévenu du lancement, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!